Donc le prochain conférencier va être Alain Charcosset. Et Alain va nous parler de la sélection du maïs, de la révolution hybride à la sélection génomique. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Michel pour l'invitation à cette journée. Donc, je vais effectivement vous parler de sélection du maïs, en essayant de resituer le processus historique qui s'est déroulé depuis ce que j'ai appelé ici la révolution hybride à une autre révolution qui est en cours, la sélection génomique. Donc, j'associe à cette présentation mes collègues Laurence Moreau et André Gallet. André est ici dans la salle, avec qui j'échange depuis maintenant un certain nombre d'années sur ces sujets qui ont beaucoup contribué à ces réflexions. Donc, il a été question dans la journée de domestication. Donc, le maïs est un exemple extrêmement fort et illustratif du phénomène de domestication, où à partir d'une graminée sauvage, la théocinthe, vous voyez ici des épis très petits, indurés, une plante extrêmement ramifiée, se sont développés progressivement à partir des premières domestications mésoaméricaines, une grande variabilité de formes et de cultivars, donc d'une diversité tout à fait spectaculaire. Nous avons hérité de ces progrès réalisés sur le continent américain lors de la découverte. Le maïs est clairement une plante de la découverte. Et je ne rentrerai pas dans ce beau sujet aujourd'hui. On a pu travailler et illustrer comment différentes introductions américaines avaient pu se croiser pour former des poules génétiques spécifiques et adaptées aux conditions européennes. Donc tout ce processus a été réalisé de la façon comme ce qu'on ferait tous intuitivement dans nos jardins, sélection des plus belles plantes, on prend les plus beaux épis, des plantes favorables pour ressemer la génération suivante. Et jusqu'à la fin du 19e, ce processus s'était avéré extrêmement efficace pour adapter des variétés. Et en termes de jargon génétique, donc pour des caractères très héritables, c'est-à-dire dont la performance est peu entachée par des micro-variations environnementales, dont la performance observée est très essentiellement d'origine génétique, on a pu avoir des progrès extrêmement forts, comme l'illustraient les diapositives précédentes sur des aspects d'architecture de la plante, architecture d'épis, etc. Toutefois, lorsque les caractères sont beaucoup plus sensibles aux micro-variations environnementales, donc pour reprendre le jargon génétique, sont faiblement héritables, c'est-à-dire il y a une forte composante environnementale, plus forte que la composante génétique. Donc les progrès sont beaucoup plus faibles et si on prend le cas des États-Unis, donc malgré des efforts extrêmement importants, donc bien sûr il n'y a pas que la génétique en cause, mais on avait une stagnation de la productivité et avec des observations postérieures directes, une stagnation génétique des variétés pour les caractères de productivité. Alors comment faire mieux? Donc un dilemme. Quelles ont été les premières tentatives de sélection rationalisée, de sélection moderne du maïs? Donc, à la fin du 19e, donc aux États-Unis, la France avait été pionnière sur le blé avec les travaux de Villemorin notamment, et ces travaux étaient bien connus aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour le maïs? En fait, deux grandes écoles, des gens qui, dans la foulée de Darwin, ont travaillé sur l'hybridation. L'hybridation était à la mode, la vigueur des hybrides. Typiquement, on croise un âne avec une jument et on va obtenir des mulets. Donc, cette hybridation faisait l'objet de travaux extrêmement importants. On croisait des ânes avec des zèbres et on observait si c'était intéressant ou pas. Et de la même façon, les gens ont croisé des variétés de maïs entre elles pour voir si c'était intéressant ou pas. Et souvent constaté des petits gains de l'ordre de 10 à 15% qui étaient quand même intéressants. Ils ont inventé en fait ce que sont devenues plus tard les méthodes modernes de production de semences hybrides, mais ces méthodes n'avaient pas eu de développement réel. Alors, autre approche, c'est le transfert direct des concepts inventés par de Villemorin. Donc là, on est sur une idée différente, on est sur une idée de sélection par isolement. C'est-à-dire il existe des variétés qui étaient des poules génétiques relativement divers, et l'idée était de fixer
d'extraire de ces poules génétiques des sous-ensembles homogènes génétiquement, présentant des combinaisons répétables, et donc en notamment contrôlant la fécondation et en recroisant ces plantes par elles-mêmes. Donc en fait, des chimistes américains ont travaillé sur ces approches sur le maïs dès la fin du 19e, ont extrêmement progressé sur la teneur en huile, la teneur en protéines, c'était leur cible, ils étaient chimistes et travaillaient sur ces caractères, mais ils ont observé malheureusement une très forte perte de productivité du fait de la consanguinité. Le maïs, c'est une plante à fécondation croisée naturelle, et donc si on le force à se féconder par lui-même, à s'auto-féconder, on a une très forte dépression de consanguinité, comme chez beaucoup d'espèces. Donc, qui est illustré ici. Si vous prenez le rendement, si vous partez d'une base 100, avec l'effet de la consanguinité, de l'autofécondation, vous divisez par un facteur au moins 2, voire 3, la productivité. Alors, donc en fait, il y avait un dilemme sur le maïs, comment progresser, comment extraire des variétés performantes malgré la consanguinité. Et en fait, l'homme qui a solutionné le problème est Schul, qui a exprimé de façon visionnaire le concept des variétés hybrides en 1908. Donc Schul était un généticien académique de la côte Est, c'était pas un agronome, c'était plus un théoricien, il était éditeur en chef de la revue de Genetics. Et donc, en fait, Schul bénéficiait d'influences multiples, les travaux de Darwin, les hybrides entre races animales, les concepts de sélection par isolement dont j'ai parlé, donc de Villemorin, etc., dont il connaissait bien les travaux et concepts récents sur l'hérédité. Et il a formulé l'idée suivante, qui a posteriori paraît simple, en tout cas dans nos communautés, c'est de voir, en fait, une population, un champ de maïs planté de plantes qui sont en fait un mélange d'hybrides. Chaque plante est issue du croisement de deux gamètes, un gamète mâle, un gamète femelle. Et il s'est dit, si on arrivait à reproduire à l'identique ces gamètes, on arriverait à créer, à reproduire en fait la population d'origine. Et puis, comme on arrive à reproduire à l'identique les gamètes, on pourrait aussi reproduire le meilleur hybride présent dans la population. Et donc, en fait, l'idée, par cette ruse, création de lignées, puis recroisement des lignées, ça a été l'idée qui a lancé la sélection hybride. Alors, bien sûr, des difficultés. Les toutes premières lignées, j'ai parlé de dépression de consanguinité, ce n'est pas une vue de l'esprit, étaient extrêmement peu vigoureuses, à tel point que même la production de semences hybrides posait problème. La lignée femelle était souvent trop peu vigoureuse. Il a fallu inventer une autre ruse qui était des hybrides d'hybrides pour que ça marche réellement à un niveau pratique. Et donc, une grande activité s'est développée, foisonnement de l'activité de création de lignées. Donc, on partait des variétés traditionnelles, créait des lignées, recroisait ces lignées entre elles, etc. Et assez vite, à partir de 22-24, les gens ont mis en évidence que certains hybrides, de façon répétable, étaient plus performants que les meilleures populations de l'époque, avec des gains de productivité relativement sensibles. Et à la suite de ça, en fait, en quelques 10 ans, les variétés de maïs ont remplacé les variétés traditionnelles. Et donc, ça a été le démarrage à grande échelle de la sélection hybride. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'idée des hybrides qui est en cause. Il y a tout ce qui va être l'évaluation multilocale, qui va permettre de sélectionner pour la stabilité, des ruses spécifiques à la sélection hybride, sélection dite sur testeur. Donc, on croise toutes les lignées disponibles avec un même partenaire et comme ça, on identifie celles qui apparaissent les plus prometteuses comme parents d'hybrides. Et une chose très importante, la création et la valorisation de groupes génétiques d'origine génétique complémentaire. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Europe. Ici, vous avez une analyse moléculaire, je passe, qui montre qu'en Europe, on a créé les hybrides par croisement des lignées créées aux États-Unis avec des lignées d'origine européenne, créées à partir des populations européennes. Si vous avez des lignées d'origine européenne, ici américaine, et quelque part, les collègues de l'INRA de l'époque, notamment André Caudron qui ont fait ça, ont pu, grâce à ce travail de création de lignées européennes, combiner une adaptation aux conditions européennes avec une productivité qui, à l'époque, résultait des travaux américains et pu créer des combinaisons hybrides extrêmement intéressantes dans le contexte agricole de l'époque. Voilà. Donc, en fait, c'est une idée importante.
une idée de souplesse dans l'assemblage de gammes hybrides. Vous avez une collection de lignées et vous pouvez croiser ces lignées pour créer des adaptations et combiner des caractéristiques intéressantes. Alors ça a accompagné et contribué à de l'ordre de 60% à l'ensemble du processus à des gains de productivité majeurs tant aux USA qu'en France, de l'ordre d'un quintal par hectare et par an pendant une bonne partie de la période. Et donc, en fait, ces programmes ont été extrêmement efficaces, bien que toute la sélection soit faite sur la base d'observations au champ, phénotypiques, sans avoir de vision vraiment de la diversité au niveau du génome. On sait que les gens avaient l'intuition qu'il y avait une diversité, bien sûr, mais ils n'avaient pas de vision d'observation directe. Donc en fait, on peut se demander aujourd'hui, en tout cas on pouvait se demander, maintenant on ne se le demande plus, on en est sûr, que le marquage moléculaire et la génomique donc, allait apporter un plus. Alors, comment on peut gagner grâce au marquage moléculaire, à la génomique, en précision sur le processus. Donc, à la fin des années 80, donc on a pu disposer des premiers marqueurs moléculaires qui ont permis d'établir des cartes en obtenant des balises le long du génome pour suivre l'hérédité de segments chromosomiques. Et donc, quand on observe ce type de marqueurs dans des populations de plantes appropriées, donc ils doivent avoir une certaine structure, je ne rentre pas dans le détail, et qu'on croise une expérimentation agronomique avec une caractérisation de marquage, on peut, pour faire court, dire, voilà, on a le génotype, on a le phénotype, on peut faire des classes et on peut regarder si tel ou tel polymorphisme a un effet sur le phénotype et voir qui est avantageux à une position donnée du génome. Il y a des positions qui, bien sûr, n'ont pas d'effet, d'autres ont un effet sur un ou plusieurs caractères, d'où les couleurs ici. Et voilà, on peut commencer à comprendre, rentrer dans l'identification de zones qui ont un effet sur la variation des caractères. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est que si on suppose qu'on connaît quel parent est porteur dans notre jargon, encore une fois, allèle, c'est-à-dire d'un morceau de chromosome plus favorable que celui qui va être en face chez une autre variété ou chez un autre géniteur, on peut pronostiquer la performance de plantes simplement, c'est ce que montre cette petite formule ici, la performance de plantes simplement à partir d'observations moléculaires. C'est-à-dire que vous avez des marqueurs moléculaires qui permettent de pronostiquer un état génétique à une position donnée du génome. Vous pouvez associer un effet à cette position génétique et donc vous pouvez comme ça faire un pronostic sur la valeur génétique. Alors pourquoi c'est intéressant ? Vous allez me dire, le meilleur pronostic peut-être qu'on puisse faire sur la valeur génétique, on peut le faire à partir de l'observation directe des caractères qui nous intéressent, oui. Il faut des observations phénotypiques directes, ne serait-ce que pour estimer où sont situés les locus, identifier ces allées favorables. Mais le gros avantage de ces approches de moléculaires, c'est ce que montre cette figure, c'est que si on se projette dans le temps, on peut réaliser des cycles de sélection. Donc en fait, un cycle de sélection, c'est toujours j'observe des individus, je prends les meilleurs, je les croise, je réobserve la descendance, etc., etc. Et vous voyez ici que si je compare une sélection classique, purement phénotypique, chez le maïs, on ne peut pas s'en sortir à moins de 2 ans, pour différentes raisons. Et avec du marquage moléculaire, j'ai simplement besoin d'observer des petites plantes avant qu'elles fleurissent. Et ayant observé les petites plantes, je peux donc identifier les meilleures, les croiser entre elles. Et donc ça va beaucoup plus vite. On peut faire ça même, compacter encore plus les choses pour faire 3 cycles en une année. Et le fait que ça aille beaucoup plus vite permet de progresser plus vite. Et donc c'est tout à fait intéressant. Alors qu'en est-il donc en fait, ça c'était un petit peu la théorie. Qu'en est-il en pratique ? Donc ces approches ont été mises en œuvre à grande échelle au sein de sociétés privées, donc souvent en croisant d'abord 2 parents. Et donc, une des sociétés qui a le plus travaillé sur ces aspects-là est certainement Monsanto. Donc, les collègues de Monsanto publiaient des synthèses qui montraient que si on compare 2 cycles de sélection conventionnelle à 3 cycles de sélection assistée par marqueur, donc réalisés un peu plus vite, on obtient en moyenne, je dis bien en moyenne, ça peut être extrêmement variable, des gains, un gain supérieur d'un facteur environ 2 de progrès génétique. Alors,
un petit zoom sur nos travaux. Donc, pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire, on s'est dit, oui, tout ça est très intéressant, mais pourquoi pas être un petit peu plus ambitieux en matière de diversité, c'est-à-dire au lieu de croiser 2 par an, je vais croiser 4 par an, on pourrait faire 5 par an, plus de par an. Je reviendrai. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est que si je suis capable, en croisant un certain nombre de parents et en construisant un dispositif spécifique, d'identifier des positions le long du génome, je peux aussi dire à telle position du génome, c'est ce parent-là qui est le plus intéressant. Ici, ça va être approximativement un quintal d'avantage par rapport à la moyenne des autres, etc. Et donc, on peut faire des classements comme ça et faire une sorte de profil de ce que serait la variété ou la lignée idéale, c'est-à-dire elle devrait être D ou F ici, D ici, D ici, et puis là, vous voyez qu'il faudrait qu'elle soit X ou D, etc. Donc, vous pouvez comme ça identifier ce que serait la variété idéale, et grâce aux marqueurs, vous pouvez, en utilisant plusieurs marqueurs, en suivant ses origines parentales dans la descendance, sélectionner des individus, croiser des individus de façon contrôlée. Vous pouvez guider le processus pour assembler les allèles favorables. Et au bout du compte, on a pu montrer qu'on obtenait des gains très, très intéressants. Avec une fréquence d'allèles favorables qui n'était que de 28% au départ, on est monté à 80%. On a presque atteint notre objectif, pas tout à fait, en 4 cycles de sélection. Et on a pu montrer a posteriori de façon indépendante que ça s'est accompagné d'un net progrès génétique. Alors, on a pu aussi montrer que cette idée d'aborder globalement la diversité était probablement, de façon générale, une bonne idée, parce que si on compare par simulation des schémas de ce type-là avec des schémas plus classiques avec seulement 2 parents, vous voyez que c'est logique. Quand on a seulement 2 parents, on va progresser, je veux dire moins vite, on va exposer plus vite. Et donc, voilà, on peut donc progresser comme ça. Alors, quelques dernières diapositives, si Michel le permet, pour donc l'apport de la génomique. Donc là, on est dans le plus récent. Donc, deux grandes idées. On est aujourd'hui un petit peu une croisée des chemins. Donc, augmenter la finesse des observations, détecter des variations causales. Donc, je dirais que c'est la voie biologique de la chose. Donc, elle a une répercussion pratique qui est de donner des marqueurs plus simples d'utilisation. On peut aussi envisager d'étendre la diversité par mutagénèse et par transgénèse. Et puis, l'autre approche, où on s'éloigne un petit peu du biologique, c'est cette fameuse idée de sélection génomique, où là, on pose les choses en termes de prédiction, et on va entraîner. Vous voyez qu'avant, j'étais encore un peu dans le biologique, il y avait des segments chromosomiques, il y avait des effets. Là, on va avoir des puces de génotypage, beaucoup d'informations. On va calibrer des fonctions de prédiction sur des populations d'entraînement pour lesquelles on a à la fois phénotype et marqueur. Et on va appliquer ça à des populations de sélection. On va mettre en œuvre un arsenal statistique qui est extrêmement conséquent, plus conséquent que ce qu'avait l'habitude de manipuler le sélectionneur végétal, mais la communauté est en train de progresser très vite dans ce domaine. Donc, je vais vous épargner, je pense, cette diapositive où on rentre plus récente. On est un petit peu dans la technique des choses. Il y a différents modèles. Donc, on essaye de déterminer les meilleurs. C'est un travail fait par des collègues allemands, donc, avec lesquels on échange. On essaye de déterminer donc, les meilleurs modèles statistiques pour traiter une information de plus en plus dense. Alors, quelques remarques pour terminer. Donc la sélection génomique actuelle, dans la continuité de ce qui se passait avant, apparaît extrêmement prometteuse pour la sélection végétale. On peut l'appliquer, c'était le cas de la diapositive précédente, à des programmes de diversité large, nombreux parents, nombreuses populations. Donc il y a des tests à grande échelle qui sont en cours, acquisition d'expertise, etc. Mais donc un certain nombre encore de questions ouvertes. L'aventure n'est pas terminée. Comment optimiser ces fameuses populations de référence pour entraîner les modèles ? Comment valoriser les très hautes densités de marquage vers lesquelles on tend ? Aujourd'hui, 50 000, on peut génotyper facilement 50 000 marqueurs chez le maïs. Demain, on sait que ça sera beaucoup plus, des millions probablement. Comment combiner toutes ces informations ? Comment combiner le prédictif et le biologique en prenant en compte des gènes connus, leurs possibles interactions ? Comment intégrer des données phénotypiques de différentes natures, donc qui vont du champ au phénotypage fin,
et quelle peut être la place d'une modélisation plus fonctionnelle que statistique, les modèles statistiques. Et donc avec ça, je vous remercie pour votre attention. Désolé.